Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité. Merci Jamel et l'équipe. C'est super sympa d'être ici et d'échanger avec vous aujourd'hui. J'ai un petit accent suédois, il faut un peu de patience de votre part des fois. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais parler un peu de la plasticité et la récupération post-AVC. Et du coup, la plasticité, c'est aussi de s'engager dans des événements qu'on ne fait pas tout le temps. Du coup, les slides vont être en anglais. Désolé. Alors, je travaille INSERM, Institut de psychiatrie et neurosciences de Paris, et avec l'équipe en neurologie, notre équipe de recherche est dirigée par Guillaume Turc, professeur à GHU Sainte-Anne. Alors, la plasticité et récupération de la dextérité post-AVC. J'ai un petit conflit d'intérêts. Je suis cofondateur d'une petite start-up Dextrain. On va vous présenter un peu ça tout à l'heure. Alors, un AVC, c'est dramatique, comme vous le savez tous. Surtout, c'est le problème, c'est le cause primaire de handicap chez l'adulte dans le monde, et ça touche souvent, ça génère souvent une hémiplégie, comme vous le savez, et ça donne, qui réduit les activités de notre quotidien et la qualité de vie. Ici, sur la droite, vous voyez à peu près un schéma, une grande étude faite sur la récupération post-AVC. Et vous voyez ici, mesuré par le Fugl-Meyer, sur les time points après AVC, vous voyez un peu la progression de la motricité de la membre supérieur. Remarquez bien qu'il y a plusieurs patients, bien sûr, qui montrent un good recovery, ça veut dire une récupération favorable, mais quand même, il y a plein ici qui sont modérés et il y a beaucoup qui restent ici en bas qui sont avec une récupération faible. Du coup, les challenges qu'on a aujourd'hui, c'est de mieux comprendre le mécanisme. Pourquoi on ne peut pas booster la thérapie pour cette personne ici pour qu'il rejoigne le groupe modéré, ou inversement, ou pourquoi on ne peut pas, au sein d'un groupe, par exemple les modérés, c'est quoi qui différencie ce patient-là à celui-là qui étaient tous les deux au même niveau avant? Du coup, c'est ces choses-là, et en comprenant les mécanismes sur la neuroplasticité, ça va peut-être nous aider à proposer de meilleurs traitements pour les patients. Du coup, la plasticité, c'est quoi? La plasticité, c'est un processus continuel qui active tous les jours dans notre quotidien, et c'est en relation dynamique entre la structure et la fonction de le système nerveux central et le comportement. Ce qu'on fait modélise ou module notre structure et fonction. Et c'est tous les jours pareil. Et du coup, ce n'est pas que le comportement des actions, etc. Le sport, c'est aussi les pensées, ce qu'on pense, etc. Du coup, il est en continuelle réorganisation, le système nerveux central. Et ici, on a vu très tôt, il y a vingtaine d'années, qu'un apprentissage à l'âge adulte de jonglage est lié avec une augmentation de substances grises dans les zones visuelles et pariétales liées à l'apprentissage de l'action. Du coup, on sait que même chez l'adulte, on a une plasticité pour apprendre des mouvements, mais aussi pour laisser des traces, une remodélisation qui dure dans le temps dans le cerveau. Et aussi, en niveau d'activation, en IRM fonctionnel, on sait qu'il y a une réorganisation dans le temps quand on commence à avoir une dégénérescence liée à l'âge. On peut compenser pour cette dégénérescence. Du coup, quand on effectue un mouvement simple, quand on est plus âgé, on active en bleu plus des zones et surtout plus des aires pariétales et préfrontales liées à la cognition, mais même le cervelet, que les jeunes. Et du coup, c'est ce type de réorganisation toute la longue de la vie qui est la plasticité. Alors, la plasticité, et les bases neurobiologiques de la plasticité, vous connaissez tous le LTP, le modèle de la potentialisation long terme entre les connexions des deux neurones,
Et c'est après un stimulus répété qu'on augmente on crée cette potentialisation et c'est classiquement montré dans les patch clamps au niveau de hippocampe. Et c'est lié à la trace, c'est une trace de plasticité qui code un peu les mémorisations. Il y a aussi au niveau structurel des remodélisations des nodes dendrites et des connexions synaptiques. Et tout ça se fait que la plasticité se met en place et qu'on a des traces qui durent dans le temps pour la mémoire. On a déjà mentionné aujourd'hui que c'est utilisation dépendante. Si on utilise deux neurones ensemble, ils vont avoir une meilleure capacité de se connecter ensemble, de discuter ensemble et ça va perdurer. Du coup, la plasticité et la récupération post-AVC est considéré le mécanisme clé pour la récupération après la phase très précoce qui est liée à tout ce qui est métabolite, et œdème, etc. Du coup, on a cette plasticité. Si on voit la fonction motrice sur cet axe-là, on voit qu'il y a une possibilité d'augmenter sur le temps les premiers mois après AVC. Mais il y a certains patients qui augmentent moins. Et du coup, ça, on avait vu au début. Et du coup, ça crée une fenêtre thérapeutique. Et le but, c'est de booster ces patients-là vers le haut. C'est ça qu'on avait dit tout à l'heure. Mais il faut faire un peu attention sur les processus maladaptifs, parce que la plasticité peut être positive ou négative. On va parler de quelques exemples tout à l'heure. L'étude clé, il y a maintenant presque 30 ans, par Randolph Nudo, était d'induire des AVC chez le singe. Et il avait induit une lésion, vous le voyez ici en pointillé, et il a mesuré, il a fait des microstimulations dans le cortex moteur primaire. Et quand il stimulait ici, ça activait le coude ou l'épaule, et quand il stimulait les cellules en rouge, ça activait la main. Et après, il a induit la lésion, et si tu ne fais pas de rééducation, quelques semaines plus tard, ils n'ont pas amélioré au niveau fonctionnel, ces pauvres singes, mais ils ont, et on voit ça parce que la représentation de la main reste petite. Par contre, si on met un gant, une sorte de contrainte induite sur le côté non affecté, on voit bien qu'ils ont une rééducation poussée pour chercher la nourriture chaque jour, et on voit que la représentation dans le cortex moteur augmente avec le temps. Du coup, il y a une augmentation de la représentation au niveau du cortex moteur après rééducation. Du coup, c'est un signe plasticité qui peut être utile chez les patients AVC. Juste un point sur la dextérité manuelle, parce qu'on va axer mon talk sur la dextérité manuelle. C'est quoi? C'est la capacité de faire plein de gestes différents avec la main, et ça inclut un contrôle de la force. Il faut pouvoir doser la force. Si on ne dose pas bien la force, on écrase la framboise. Si on n'a pas une individualisation des mouvements des doigts, on ne peut pas boutonner les chemises, faire ses lacets, et on ne peut pas jouer au piano ou utiliser un clavier. Du coup, il y a plusieurs fonctions qui sont incluses dans la définition complexe de la dextérité manuelle, et cette fonction est hautement spécialisée chez l'homme. On a le voie corticospinale, Charlotte l'a bien présenté ce matin. On a aussi des réseaux impliqués dans le reach to grasp chez l'homme. Les premières études, il y a aussi 20 ans, après AVC dans le cortex moteur, ont montré que dans le IRM fonctionnel, quand on fait un mouvement des doigts, on voit chez les sujets sains une activation de cortex moteur primaire. Et après, on ajoute chez les patients, c'est ici, les patients vont progressivement rejoindre au fil de temps
cette activation et du coup ça suggère que même les sujets sains ou les patients AVC humains vont suivre le même pattern de plasticité qu'on avait vu chez le singe. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir recruter les neurones adjacents de l'AVC dans le cortex moteur. Une autre étude encore de Grenoble montre que quand on regarde quelles sont les zones qui sont activées et corrélées avec plutôt la dextérité, le Purdue Pegboard Test ou le grip force, on voit un réseau un peu différent. On voit des zones pariéto-frontales et avec des zones sensorielles secondaires pour le Purdue Pegboard, mais on voit moins la zone pariétale pour le grip force. Du coup, ça suggère qu'on a vraiment besoin de ces réseaux sensorimotrices, plus pour ce qui est la dextérité manuelle et pour la récupération de dextérité. Dans nos études, on a vu que, bien sûr, que le degré de lésion ici en bleu qui superimpose le voie corticospinale en rouge, le degré de cette lésion en cubic centimètre prédit le recovery, la récupération en Fugl-Meyer. Si on a plus que 6, on ne va pas récupérer plus que 10 points. Et en fait, ça explique 50% de la récupération post-AVC, mais du coup, il y a 50% qui n'est pas expliqué par le degré de la lésion sur le voie corticospinale. Et en fait, on avait fait des tests sur le contrôle de force ici. Vous voyez, la tâche, il est bien de suivre le trajet le plus précis possible, mais on doit aussi rapidement lâcher la force. Et cette capacité de lâcher la force, on appelle ça le release duration, ça a amélioré dans le temps, mais différemment avec la capacité de générer la force. Du coup, ça suggère que c'est une autre fonction et c'était lié à des lésions plutôt dans le putamen, aussi dans le pariétal operculum, mais aussi dans la matière blanche qui relie les zones secondaires sensorielles avec le frontal. Du coup, ça suggère, et ces facteurs-là, avec le sensoriel aussi, et des facteurs cognitifs, ont montré qu'on pouvait augmenter le niveau de variance qui était expliqué dans nos données. Alors ici, vous voyez un peu l'outil qu'on avait développé. Ici, c'est la capacité de contrôler la force. Dans un doigt, il faut contrôler la force et garder la ligne rouge sur la ligne bleue. Ici, sur la droite, on a une tâche de dissociation de doigts et du coup, on peut quantifier ces choses-là qui sont en clinique visibles, mais difficiles à quantifier pour mesurer. Et ces facteurs-là prédisent mieux les activités, les limitations des activités dans le quotidien, si c'est box and block, si c'est le motor activity log, la ARAT, le Moberg Pickup Test, mieux que les mesures cliniques classiques. Et du coup, qu'est-ce que ça donne de quantifier ces aspects de la dextérité? On voit ici que chez plusieurs personnes, on avait regardé le niveau de lésion sur la voie corticospinale. Vous voyez les chiffres ici, le 5,8, ça veut dire que la lésion coupe beaucoup cette voie corticospinale et testé avec le TMS, on voit qu'il n'y a pas de réponse à 2 semaines, pas de réponse à 3 mois, pas de réponse à 6 mois. Cette personne, il avait une coupure complète de la voie corticospinale avec peu de récupération en Fugl-Meyer, de la partie pour la main, et pas de récupération pour l'individualisation. Par contre, il y a 2 patients ici qui n'avaient pas de PEM à 2 semaines, qui ont récupéré, qui montrent une certaine plasticité, et eux, ils ont même pu avoir le maximum de total de 14 points sur le Fugl-Meyer, qui est le maximum dans cette sous-échelle, mais ils n'ont pas récupéré l'individualisation des doigts, suggérant qu'il y a un problème. Le voie corticospinale suffit pour un contrôle global des mouvements, mais pas pour les choses plus poussées, qui est la coordination entre les doigts et l'inhibition des doigts voisins quand on veut activer juste un seul doigt.
Alors, notre étude qu'on avait fait du coup avec notre nouvel dispositif, c'était de voir est-ce que ça peut être utile en rééducation pour améliorer la dextérité et la récupération. Du coup, ici, c'est une étude randomisée contrôlée pilote avec 2 bras. Il y a un bras, 21 patients avec entraînement quotidien avec le force control et la tâche de dissociation des doigts. Notre groupe avait ergothérapie conventionnelle. Et pendant 4 semaines, on a effectué les entraînements. Et vous voyez ici que directement post-entraînement, le conventionnel avait un gain à peu près de 4 box and blocks. Et c'était à peu près pareil dans le dextrine. Par contre, ce qu'on ne s'attendait pas vraiment, c'est que dans le groupe conventionnel, ça reste stable. Mais dans le groupe dextrine, il y a une légère tendance qui n'est pas significatif, mais presque pour une étude pilote, qu'à terme, ça donne plus de récupération au niveau de box and blocks. Et aussi, on voyait sur l'utilisation reportée une meilleure récupération dans les dextrines. Surtout, on voyait aussi avec les mesures plus poussées de la dextérité manuelle, on voyait des améliorations augmentées dans le groupe dextrine par rapport au groupe conventionnel. Et finalement, on avait aussi regardé un peu la plasticité et du coup, on avait vu, comme Charlotte avait présenté tout à l'heure, le SICI, c'est le Short Intracortical Inhibition, c'est un double pulse avec le TMS et on peut voir le GABA-A dans le cortex moteur et on voit qu'une augmentation, ça veut dire une augmentation de SICI, ça veut dire une inhibition plus forte, était liée avec une amélioration de box and blocks plus favorable. Du coup, il s'avère qu'il y a une plasticité pas juste dans la capacité d'exciter certains réseaux, mais aussi d'inhiber pour avoir une bonne récupération. Alors, juste pour mentionner rapidement, il y a aussi bien sûr le use dependency dans l'AVC. Nous, on avait fait une étude où on avait corrélé le temps passé dans la chronicité des patients avec l'activation pendant un mouvement passif des doigts. Et on voit que le cortex sensorimoteur, le SMA et le cervelet, tous les trois diminuent avec le temps post-AVC. Ce qu'on ne s'attendait pas, c'est qu'on avait les mêmes zones, le sensorimoteur, le SMA et le cervelet sur tous les patients se réactiver après une période de 4 semaines de rééducation intensive. Du coup, ça suggère qu'il y a post-AVC une réduction d'activation au niveau activation des réseaux sensorimoteurs qui est dans le cortex, mais aussi jusqu'à le cervelet, et qu'on peut, avec une thérapie intense, réactiver ces zones. Il y a un autre phénomène dont on a parlé ce matin, la spasticité. On avait mesuré la spasticité avec un outil biomécanique et vous voyez que les gens avec une sévère spasticité tôt étaient en rouge, étaient à 6 mois post-AVC et restaient un peu en rouge. Mais ce qui était plutôt intéressant, c'est que les personnes en rouge ne récupéraient pas au niveau Fugl-Meyer pour le main. Du coup, le niveau de spasticité prédisait la récupération en Fugl-Meyer, mais aussi le développement de douleurs et de contractures dans cette étude. Et intéressant par rapport aux corrélats et les mécanismes, c'est que c'était le degré de lésion sur la voie corticospinale qui prédisait cette mesure de hyperreflexivity chez les patients post-AVC. Du coup, finalement, pour la maladaptation, il y a un phénomène qui est souvent négligé post-AVC, et ça, c'est la dégénérescence accélérée post-AVC dans les mois qui suivent. Et du coup, ici, vous voyez une nouvelle méthode dont on peut utiliser l'IRM pour quantifier l'âge cérébral des patients. Du coup, ces deux patients, ils ont le même âge chronologique, mais en fait, ce patient, son cerveau a 24 ans de moins et ce patient a 17 ans de plus que son âge chronologique. Du coup, on a regardé longitudinalement sur l'AVC et regardez que ici le bleu et le rouge. Vous voyez, le rouge, c'est à 6 mois et le bleu, c'est juste après AVC. On voit que la différence par rapport à leur âge chronologique est autour de 4 ans
à 6 mois post-AVC. Et au début, c'était plutôt 1 an plus que prédit par l'âge chronologique. Du coup, chez un groupe de 110 patients, on voit à peu près qu'ils vieillissent 4 à 5 ans en moyenne sur 6 mois. Et cette dégénérescence était principalement trouvée dans le thalamus. Du coup, encore un argument pour dire que le retour sensoriel est super important. Il y a probablement un lien avec la motricité et qu'on n'avait pas avec l'âge chronologique, mais surtout, c'est considéré probablement clé pour les facteurs cognitifs plus que motricité post-AVC. Alors, du coup, tous ces types de travaux sur la plasticité génèrent des traitements. Et c'est ça notre but, c'est d'améliorer la vie des patients. Et du coup, on voit ici un schéma, la publication est ici, on peut soit essayer d'utiliser le modèle interhémisphérique ou soit des approches pharmaceutiques, des approches cellules souches, des approches de non-invasive stimulation par TDCS ou TMS, des approches de thérapie intensive, ici Interactive Games, ou de Functional Electrical Stimulation ou BCI. Toutes ces approches sont basées sur ce qu'on sait sur la plasticité cérébrale. Du coup, les études sur la plasticité vont générer de nouvelles approches à tester. Et du coup, vous voyez ici certaines approches qui sont développées. Il n'y a pas que notre approche à nous, il y a plusieurs autres approches qui ciblent vraiment cette composante clé qui est souvent négligée, qui est la dextérité manuelle. Du coup, en conclusion, le degré de lésion sur la voie corticospinale est le plus parlant prédicteur de récupération sensorimotrice. Mais il y a aussi, ça explique qu'une partie de la récupération et du coup, il y a le parti sensoriel et cognitif qui aussi contribue largement pour les patients AVC et la récupération motrice. C'est souvent négligé de prendre ça en compte dans les modèles prédictifs. Et les études en imagerie fonctionnelle soulèvent qu'il y a le cervelet qui est super important pour donner un feedback pour les gestes et pour la récupération. Et du coup, voilà, l'entraînement intensif est très important pour le futur et il ne faut pas négliger les processus maladaptifs et les thérapies pour le futur sont très promettantes. Merci pour votre attention. Y a-t-il des questions? Oui, non. J'ai une question, moi. Donc, tu as parlé du cervelet, justement, et on a eu une présentation sur apprentissage et cervelet, et quelle place tu mets dans les stimulations du cervelet en particulier, ou dans des protocoles spécifiques pour le cervelet dans la récupération post-AVC? Oui, je pense, comme il avait souligné, le cervelet va être vraiment clé surtout pour tout ce qui est l'apprentissage motrice. Et du coup, la rééducation peut être considérée comme un processus d'apprentissage. Du coup, dès qu'on met un patient dans une situation un peu complexe où il doit apprendre soit une nouvelle façon de faire les mouvements avec les cinématiques différents, avec des patterns de compensation, ou soit de restituer le mouvement qu'il avait avant, il faut quand même un certain apprentissage. Du coup, je pense que c'est clé. Malheureusement, on avait fait une épreuve avec TDCS sur le cervelet, ça n'a pas marché, mais c'était chez des sujets sains sur les tâches de dextérité manuelle. Mais je pense qu'il y a des méthodes plus poussées aujourd'hui qui vont montrer votre étude, entre autres. J'ai une question. Donc, la TMS, il me semble, alors je ne suis pas du tout spécialisé là-dedans, mais la TMS est utilisée, en tout cas en recherche, pour favoriser la récupération. Mais ça cible quoi finalement la TMS? On sait sur quoi ça agit sur les cellules pyramidales, sur les interneurones, les deux
Ou on ne sait pas trop? Oui, c'est tout à fait c'est le voie, ça excite le voie pyramidale indirectement via comme Charlotte avait évoqué. Mais ça, le facteur clé, c'est où tu mets le bobine. Si on met sur la voie M1 côté lésé, où est-ce qu'on met pour inhiber pour l'autre côté? Ça, c'est l'approche plutôt interhémisphérique, la coordination des deux hémisphères. Il y a aussi des approches un peu plus innovantes qui sont très intéressantes. Le TMS Theta Burst, c'est la nouvelle façon de faire le TMS avec haute fréquence. Ça ressemble plus à le LTP, les stimulations données sur les expériences classiques pour donner le LTP. Mais ça, on peut mettre aujourd'hui sur le cervelet, entre autres, et ça montre des bonnes récupérations, surtout sur un protocole de marche publié en Stroke, par exemple. Et après, on peut aussi viser des zones pariétales pour améliorer cette intégration sensorimotrice. Ça dépend vraiment de ce qu'on cherche et le but probablement dans l'avenir, c'est d'avoir des tests comportementaux un peu plus poussés au début pour pouvoir stratifier les patients sur si on a besoin d'améliorer l'intégration sensorimotrice, il faut cibler ça. Si on veut plutôt aller vers le output moteur, bon, là il faut viser le cortex moteur.